Le dossier du 20h30 pour faire le point des opérations de désarmement, démobilisation et réintégration dans le sillage des récentes atrocités commises par des groupes armés séparatistes dans les régions du nord-ouest et le sud-ouest. Une jeune femme égorgée, un enseignant assassiné, un élève blessé par balle, des violences intolérables en plein apaisement progressif dans ces régions. Arrêt ce soir dans le nord-ouest à Bamenda, au centre de désarmement, démobilisation et réintégration de la ville, où 32 ex-séparatistes sont maintenant employés d'entreprises sur les 180 repentis au total. Voici le reportage là-bas de Laurent Chisogbe. Centre DDR de Bamenda, un milieu qui forme et garantit l'emploi auprès des entreprises grâce à la qualité de formation et surtout la rigueur dans le suivi pédagogique des ex-combattants. Nous avons déjà réintégré 32 ex-combattants et ils sont actuellement dans une société parapublique de l'État et ils sont en train de faire leur travail. Et le rapport que nous avons de cette société parapublique est qu'ils se portent, ils font bien le travail. Au-delà des activités de départ telles que l'agriculture, l'élevage, l'on note des nouvelles filières comme la couture, l'informatique, la biosynthèse qui contribuent à inculquer aux pensionnaires des bonnes notions de la vie civile. Quand on était en brousse, on avait les mauvais esprits, on avait les mauvais cœurs. Maintenant, je suis un bon citoyen parce que, par exemple, j'ai commencé à sauver les vies des gens. Donc, je respecte les forces de l'ordre et de la sécurité. Grâce à leurs compétences professionnelles, les ex-combattants du centre DDR de Bamenda ont réussi à construire ce bâtiment d'une capacité de plus de 70 places qui leur servira de dortoir. À son ouverture en 1961, la Société de développement de la riziculture dans les plaines de Mbo faisait la fierté de toute une ville, Santhiou, dans le département de la Ménois. Une fierté et même une identité qui a disparu à la faillite en 1997 de cette usine de transformation et de conditionnement du riz. Une denrée alimentaire qui fut en son temps très appréciée dans les ménages camerounais et même ailleurs. On nous fait manger le riz qui vient d'ailleurs, cher, alors que nous on ne mangeait pas le riz de la Chine, nous on mangeait le riz de la Souderine. Comment est-ce qu'on peut fermer la Souderine? Là où nous, on avait suffisamment de riz, et puis nous, mais le riz de qualité. Il était de qualité supérieure par rapport au riz qu'on produisait à Yagua, dans certaines localités du Cameroun. En grande quantité. Une partie a été même exportée. 23 ans après cette fermeture, le cadavre de la Soderim s'est suffisamment décomposé, laissant juste apparaître un pauvre squelette d'acier au milieu d'une broussaille. De grands silos de traitement et stockage de riz, machines de décortiquage et équipements bien chargés d'histoire sont devenus des objets de musée. Dans le riz, il y avait peut-être 3 qualités de riz qu'on cultivait là-bas. C'est la mauvaise gérance. Et c'est une usine qui permettait, n'est-ce pas, à la population de s'en sortir et qui a même provoqué, je peux dire, qui a boosté le développement de cette commune de Santhiou. À la seule évocation du passé glorieux de la Soderim, que d'amertume pour les anciens employés et les habitants de Santhiou. Tous ont très mal, et même très très mal, écrasant au quotidien de grosses larmes pour un organe national perdu face aux horreurs d'une faillite, des plans d'ajustement structurel viciés du FMI et la Banque mondiale, qui ont mis des milliers de jeunes au chômage, 1500 paysans abandonnés à leur triste sort, et plus d'1,5 milliard de francs CFA d'investissement public enterrés dans la broussaille. Les populations pleurent parce que Santhiou s'est appauvri avec la fermeture de cette usine. Beaucoup de communautés villageoises cultivaient aussi parallèlement des petites parcelles qu'elle revendait à l'usine dont la production n'était toujours pas suffisante. Tout le monde y trouvait son compte. Dans ce moment, je peux vous dire que c'est un désastre total. J'ai travaillé là-bas avec ma mère et mes enfants. Tu faisais quoi? Je cultivais le riz. C'était le bon riz. Oui. Aujourd'hui, je chôme au quartier. L'enfant chôme au quartier. If we were in good terms, in good cultivation,
with the rice made in Cameroon, it would have been better because it helps to employ children, it helps to develop our country. So we are praying the government to see into it that most of these places being locked up should be open. La Soderim, qui contribue à nourrir les Camerounais, a donc fermé ses portes. Santhiou et le Cameroun tout entier mangent et vivent depuis 23 ans d'un riz plus ou moins douteux, venant d'Asie et acheté à prix d'or. Je suis ici à la Soderim depuis 81. Le riz pakistanais, ça fait 5 ans dans leur magasin. C'est quand Satan a pourri, quand il décortique pour envoyer aux pays africains que nous sommes. Et avant que ça n'arrive, ils traitent. Or, à la Seigneurie, à Nord et à Santhiou, là où nous sommes à présent, on ne traitait jamais ce riz. Dès que ça sortait de la transformation, on mettait directement à la cuisine. Moi, j'achète le sac de riz présentement à 21 500 francs. Le riz qui coûtait 17 500 francs avant la pandémie. Nous nourrissons difficilement nos enfants. Nous ne consommons que le riz importé. Vraiment, quand vous regardez, quand vous voyez la hausse de 17 500 à 21 500, voire même 25 000, nous demandons vraiment à l'État comment est-ce qu'on peut fermer la Soderim. Là où nous, on avait suffisamment de riz et puis nous met les riz de qualité. Face à la chute brutale de la production locale, la faillite et le dysfonctionnement de la Société de développement de la riziculture des plaines de Mbo à l'ouest, l'Opaum Valley Development Authority Unveda dans le nord-ouest, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture à Yagua Semri, la demande nationale en riz s'est accrue en flèche, faisant exploser les importations au fil des ans. Tenez par exemple, de 2015 à 2018, l'État du Cameroun a dépensé 652 milliards de francs CFA sur 3 ans pour une denrée alimentaire dont la nature a si bien béni le Cameroun en potentialité mais mal exploitée. Il y a des sociétés qui sont mortes comme ça pour rien. Pourquoi importer les riz alors qu'on peut cultiver tout ça sur place? Le pays a même atteint le chiffre record d'importation de 803 500 tonnes de riz pour une balance commerciale toujours déficitaire de plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Ces importations de riz, comme bien d'autres denrées alimentaires de grande consommation, maïs, huile, poisson, lait, pourraient dépasser chacune 1 million de tonnes si la production locale n'est pas mise en priorité dans les politiques publiques de développement de notre pays. Paresseux, égoïstes, intolérants, c'est ainsi que certaines personnes perçoivent les jeunes aujourd'hui. L'ère 2.0 a cristallisé la fracture générationnelle. Pour autant, ce regard accusateur des vieux sur la jeune génération n'a rien de nouveau ou d'exceptionnel. De tout temps, on a entendu les adultes critiquer les tribulations de la jeunesse. Et vous, qu'en pensez-vous ? On voit d'ici la réponse de plusieurs d'entre vous. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents. Seulement, arrêtons-nous un instant et regardons autour de nous. Dans le monde d'aujourd'hui, faire un droit de parole avec des jeunes, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut croire en ce qu'ils sont. Ce droit de parole nous a fait voir qu'ils sont souvent le reflet de notre société, c'est-à-dire mélangés par la mode, les médias, l'internet et parfois même nous, vous, les adultes d'aujourd'hui. On pourrait aller encore plus loin en vous faisant croire qu'ils sont fréquemment tristes, déchirés, nos chers jeunes, à la recherche de quelque chose. Mais de quoi ? Le mal-être est profond. Ils ont soif de vérité, d'avoir une place, des explications, mais surtout d'être aimés. Ce sont des êtres qui crient leurs besoins, d'avoir un sens à leur vie, d'apprendre le sens des valeurs. Ces faits qui nous semblent anodins. N'oublions pas que les jeunes sont souvent frustrés, blessés par les divorces, les abus de toutes sortes, la peur de l'avenir, les exigences d'un monde désordonné, le chômage, les drogues, l'alcool. Dans un monde où Star Trek, où la guerre des étoiles ont pris la place de la religion, de la famille, de l'État. Il faut bien l'avouer,
Le ou la meilleure amie de la jeunesse, c'est Madame Vision, de son prénom télé, ou encore smartphone, Facebook, YouTube ou le nouveau venu TikTok. Avec cette amie, la jeunesse rêve, elle crée, elle oublie, elle s'exprime. Certains disent que notre monde est en crise d'adolescence. Un monde où la critique fait partie du quotidien. Et c'est là que le jeune est tiraillé ou inspiré par les commentaires que nous apportons en tant qu'adultes. La religion est un sujet tantôt tabou, tantôt chargé de mépris, voire même de faux jugements. La famille est disloquée, l'autorité étatique est parfois sourde. Malheureusement, ce sont ces entités qui doivent inspirer la nouvelle génération. Mais il existe une autre réalité. Le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Plus de 90% des 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes vivent dans les pays en développement. Si cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement, les défis à relever restent énormes. Rappelons-nous que pour qu'un enfant devienne un adulte responsable, il doit l'apprendre de quelque part. Alors, depuis votre continent, votre pays, votre quartier, votre famille, dites-nous de qui apprennent les jeunes aujourd'hui. D'un pas décidé, Anthony, 11 ans, traverse régulièrement les quartiers d'Ojo, près de Lagos. Il se rend dans un endroit peu banal ici pour les garçons de son âge, l'académie de danse. Col roulé blanc et collant noir, Anthony détonne au milieu des filles en tenue rose. Mais peu importe les moqueries de ses amis, la passion pour le ballet prend le dessus. Le ballet, c'est ma vie. Je pratique partout. Et quand je danse, j'ai la sensation d'être au sommet du monde. Dès que ma mère m'envoie faire une course, je danse le ballet en y allant. Et ça me rend très très heureux. J'aime tellement le ballet. Partout, par tous les temps, comme ici sous la pluie, pieds nus. Un instant de grâce qui marque le début de la gloire. Cette vidéo a été vue plus de 15 millions de fois sur les réseaux sociaux. De quoi ouvrir les portes à Anthony. Une ONG lui a même offert une bourse pour s'entraîner aux États-Unis l'an prochain. Pendant ce temps, le fondateur de l'académie voit affluer des dons du monde entier. Une manne d'argent inespérée qu'il utilisera pour créer d'autres salles de danse à travers le pays. Au Nigeria, l'acceptation du ballet dans notre propre culture reste limitée. La scène locale est à peine émergente parce qu'il n'y a pas cette conscience que le ballet est une profession ou puisse mener à une carrière pour n'importe qui. La preuve avec Anthony, ses parents voulaient qu'il devienne prêtre. Lui n'a Dieu que pour la danse. Liberté pour Khaled Drareni, telle est la teneur du message enregistré par des journalistes algériens. أنا خالد ضراني في عمري 40 سنة. صحفي جزائري مستقل. عندي خبرات تاع 13 سنة في الصحافة. غطيت كاع مسيرة الحراك وحتى المسيرة. Notre confrère et correspondant Khaled Drareni a été condamné lundi à 3 ans de prison ferme. Il exerçait son métier, celui d'informer le 7 mars à Alger lorsqu'il couvrait une manifestation du Hirak, le mouvement de contestation populaire. La justice lui reproche entre autres d'avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays. La rédaction de TV5 Monde s'étonne et s'indigne de ce jugement. TV5 est aux côtés de nombreuses ONG et d'associations qui militent pour la liberté d'expression et la protection des journalistes qui demandent la liberté de Khaled Drareni. Le directeur général de Reporters sans frontières était sur notre plateau. Il revient sur la personnalité de notre confrère. Khaled Drareni, c'est un journaliste brillant, c'est un journaliste indépendant, c'est un journaliste qui est resté indépendant au moment où il a subi un harcèlement judiciaire, 10 gardes à vue, du chantage, du harcèlement, il a tenu. Et le 29 mars, il a été placé en détention. Oui, c'est notre correspondant, comme c'est celui de TV5 Monde. Khaled Drareni, c'est aussi le directeur de la rédaction de Casbah News en Algérie. C'est un personnage qui est même populaire en tant que journaliste, puisqu'il a couvert les manifestations du Hirak. Ces manifestations populaires en Algérie.
Mais il se trouve que, comme vous l'indiquez, malheureusement, le journalisme, c'est un crime au regard du pouvoir algérien aujourd'hui. C'est ce qu'on est obligé de constater quand on voit qu'il a été condamné à 3 ans de prison simplement pour avoir couvert des manifestations.